Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le point saga de l'année, puisque là je vais vous faire le déroulé de tout ce qui s'est passé en 2023 avec mes sagas. Donc c'est parti, on y va. Avant d'attaquer le point saga, je voudrais vous faire un petit rappel concernant les Explora livres, puisque nous avons avec Juliette de la chaîne Livre et Sortilèges et Pénélope de la chaîne Plop repensé un petit peu le concept du book club Explora livres, où à partir de cette année, de 2024, et notamment de février, puisque les Explora livres commenceront en février, décider de vous donner le choix des lectures communes que nous ferons. Donc en janvier, nous vous avons proposé 3 lectures en français écrites en langue française, qui étaient donc Tonnerre après les ruines de Florian Soulas, qui est de la SF adulte. Il y avait donc Absolu de Marc Odessen, qui est une dystopie young adult. Et il y avait L'ours et la renarde de R. Onsedor qui est, je ne sais pas trop, je crois que ça doit être en adulte, il me semble que c'est en adulte, et c'est la fantaisie animalière a priori. Donc c'était les 3 choix pour proposer en janvier pour février, et les 3 choix en VO étaient donc If We Were Villains de M.L. Rio, qui existe en traduction pour les personnes qui ne lisent pas en anglais. Il y avait Our Violence Delight, je crois, de Chloé Gong, pareil, qui a été traduit pour les personnes ne lisant pas en anglais. Et le dernier, c'est Wizard, je ne sais plus. Bref, on vous avait proposé 3 lectures en français, 3 lectures en anglais avec 2 lectures traduites sur 3. À l'heure où je tourne cette vidéo, à l'heure où la vidéo sortira du moins, les sondages seront terminé, donc vous ne pourrez plus choisir, mais sachez que tous les mois, c'est ce que nous ferons. À partir de maintenant, vous aurez le choix entre 3 VF, 3 VO, et je vous invite, afin de partager cette lecture commune, à nous rejoindre sur le Discord des Explora livres que je vous remets en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram où, avec Pénélope, nous partagerons les sondages, et sur le Discord où nous partagerons les lectures. Voilà. Donc, c'est terminé pour ce petit point book club. Nous allons maintenant passer au cœur de cette vidéo qui s'annonce un peu longue, mais on va essayer de faire au mieux, à savoir mon point saga 2023. Nous allons commencer avec les sagas que j'ai terminées en 2023. Il y en a 12, dont 8 que j'ai commencé en 2023. Donc j'en ai commencé et terminé 8 en 2023 et j'en ai terminé 4 autres qui datent des années précédentes, ce qui semble logique. Donc en 2023, j'ai terminé et j'ai lu pratiquement dans la foulée les uns des autres la trilogie Prince captive de C.S. Pacat, qui est donc de la fantaisie adulte, où on va suivre ce personnage de prince qui va être réduit en esclavage et envoyé dans une contrée ennemie et qui va être l'esclave personnel du deuxième prince. Et va en découler tout un tas de choses politiques, d'aventures, de guerre et compagnie. C'est une saga que j'ai beaucoup appréciée, malgré pour moi des très gros défauts au tome 1, qui d'ailleurs ont fait que beaucoup de gens n'ont pas continuer cette saga, chose que je peux comprendre. Il y a vraiment dans le tome 1 des scènes extrêmement problématiques avec beaucoup de trigger warning, mais surtout parce que c'est pas tant ça le problème, des scènes qui n'apportent rien à la construction des personnages, qui ne changent rien dans la psychologie des personnages, si ce n'est faire des choses dérangeantes pour faire des choses dérangeantes. Et c'était pas génial du tout. Ça se passe mieux dans le tome 2, ça évolue plutôt bien dans les 2 tomes suivants. Après, je peux comprendre qu'on n'aime pas, je peux comprendre que ça passe pas, c'est logique. Voilà, moi j'ai trouvé qu'au final c'était plutôt pas mal, mais effectivement il y a quand même pas mal de choses à redire sur cette saga et il est clair et net qu'elle ne peut pas faire l'unanimité. Deuxième saga que j'ai terminée en 2023, c'est L'épée, la famine et la peste d'Aurélie Wallenstein, qui est donc une autrice française publiée chez Scrinéo, que nous avons lu en Explora livre, je crois février-mars ou février-avril ou quelque chose comme ça, qui était donc une duologie qui est dans un espèce d'univers de dark fantasy où les araignées a priori ont pris un peu le contrôle et il y a une espèce de clergé qui se bat contre elles et en même temps il y a toute la populace qui subit ces attaques à la fois de l'Inquisition et à la fois des araignées. C'était une duologie qui était assez intéressante, bien que j'ai assez moyennement aimé le tome 1. Enfin, c'était pas mal, mais il y avait pas mal de choses à redire. J'ai plus aimé le tome 2 avec plus de révélations. En fait, finalement, cette duologie, j'ai trouvé que elle aurait été plus intéressante en un seul tome. Je n'ai pas compris le choix de faire 2 tomes parce que les tomes sont pas si longs que ça aurait pu faire un gros volume et ça
serait très bien passé. Et du coup, je pense que ça aurait permis peut-être en tout cas l'impression d'un meilleur équilibrage entre ce qui se passe dans le 1 et ce qui se passe dans le 2. En fait, on a l'impression que dans le 1, il se passe pas grand-chose, c'est très lent, alors que dans le 2, il se passe beaucoup de choses. Donc, c'est plutôt un problème de rythme qu'autre chose pour moi. Bref, c'était quand même une duologie que j'ai trouvée sympa, intéressante, parce que j'aime bien l'écriture de l'autrice, j'aime bien les sujets qu'elle aborde de manière générale et les thématiques qu'elle aborde. C'était plutôt une chouette saga, mais c'est pas du tout les livres que j'aurais préféré d'elle. J'ai largement préféré Le désert des couleurs, j'ai largement préféré le Dieu oiseau, mais encore une fois, vraiment sincèrement, je pense que c'est totalement dû à la volonté de faire une duologie. En un seul tome, ça aurait été vraiment totalement différent pour moi. Troisième saga terminée, j'ai terminé Les Royaumes Immobiles d'Ariel Holz, qui est une duologie Young Adult, où on va retrouver un personnage féminin qui a grandi toute seule, qui a priori a des espèces de pouvoirs un peu effrayants, qui fait qu'elle est obligée de porter un masque pour le bien des gens autour d'elle, et elle vit seule parce que tout le monde l'a abandonnée, les servants, les servantes, enfin voilà, jusqu'au jour où un homme vient la chercher en lui disant qu'il faut qu'elle participe à la compétition pour devenir la nouvelle reine de l'automne à la place de son père. C'est une enfant illégitime, et on est dans une espèce d'univers de fae anglo-saxon, donc c'est fae, voilà, pas très sympathique, avec vraiment ce côté monde parallèle au monde des humains, avec un temps qui passe différemment, avec des créatures qu'on a pu voir passer et qu'on peut connaître de nom. Bref, c'était très chouette, j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment accroché au personnage, bien qu'on soit sur ce stéréotype d'héroïne vraiment profondément tellement gentille que finalement on a cette sensation qu'elle gagnera toujours, mais ça reste très chouette. D'une part parce que ça permet de découvrir plein de choses par rapport à ces univers de fées, ces contes assez anciens et de vieilles traditions de fées. Et puis aussi parce que l'écriture d'Ariel Holz pour moi est toujours aussi bonne et convaincante, c'est une plume que j'aime beaucoup. Je trouve que vraiment on est sur une très chouette duologie Young Adult qui permet de parler d'autre chose que de romance, qui permet de donner à lire plein de références culturelles hyper intéressantes à un public jeune adulte. Donc moi, je valide cette duologie, je la trouve très chouette. Je peux concevoir qu'on soit perdu dans l'univers, parce que c'est vrai que c'est assez complexe, mais ça reste une très très bonne duologie. En 2023, j'ai également terminé Histoire de moines et de robots de Becky Chambers, puisque j'avais lu le 1 quand il était plus ou moins sorti fin 2022, et j'ai lu le 2, c'est une duologie, à sa sortie en mars, il me semble, 2023. Et j'ai adoré, j'en ai parlé très 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 longuement, je crois même que j'ai fait 2 vlogs dédiés pour juste cette saga, donc je vous mettrai ça en barre d'infos, mais on est dans de la SF adulte, positive, dans un univers très 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 lointain et futuriste, où les humains ont enfin compris de leurs erreurs, que ce soit par rapport à la nature, que ce soit par rapport aux relations entre humains, et aussi aux relations avec d'autres êtres vivant et sensible qu'eux. Et donc on va suivre un personnage qui est moine de thé et qui remet beaucoup sa vie en question, et un personnage de robot qui revient après des siècles et des siècles d'absence pour rencontrer les humains. Je ne vous en dirai pas plus, c'est une duologie très courte qui fait du bien au moral parce que ça redonne un peu foi en l'humanité et que je trouve que ça propose aussi plein de solutions à plein de choses qu'on peut vivre, notamment des alternatives au capitalisme, et ça, on crache pas dessus. Cinquième saga que j'ai lu et absolument adoré, c'est Les Chroniques du Ratch d'Anne Leckie, qui est de la SF adulte où on va suivre un personnage d'IA qui est un ancillaire, qui est une ancillaire en l'occurrence, et qui donc est une IA implantée dans un corps humain biologique et qui a beaucoup de choses à redire sur le fonctionnement de son système. Et c'est une trilogie que j'ai absolument adorée de bout en bout, que d'ailleurs je me suis procurée en partie là début d'année, de manière à pouvoir les avoir d'une part, mais aussi à les relire. Donc vraiment, je vous remettrai en barre d'infos les vlogs où je parle des Chroniques du Ratch, mais c'est pour moi une excellente saga de SF qui a ce côté scientifique, espace qu'on aime dans la SF, mais qui a aussi un côté social hyper développé, qui pose beaucoup de questions en termes de justice sociale, d'égalité entre les gens, de colonialisme, d'impérialisme. Excellente saga que je vous recommande vraiment plus. J'ai également terminé en 2023 Capitale du Sud de Guillaume Chamanadjian et Capitale du Nord de Claire Duvivier, qui sont donc 2 trilogies qui ont été écrites et pensées pour former une espèce de continuité entre les tomes, donc le tome 1 de Capitale du Sud, le tome 1 de Capitale du Nord, le tome 2 de Capitale du Sud, etc.
Et c'est une double trilogie que j'ai lue grâce aux Explora-Livres et que j'ai aussi beaucoup aimé parce que, encore une fois, si cette fois-ci on est dans de la fantasy, on va poser beaucoup de questions sociales et c'était génial. On va voir deux fonctionnements de société très différents à plein de niveaux en termes d'ambiance, de justice, de politique, vraiment totalement différents, mais qui vont tous les deux mener à la réflexion sur l'utopie et j'ai adoré ces deux sagas, je trouve qu'elles sont toutes les deux excellentes. J'ai un petit coup de cœur supplémentaire peut-être pour Capitale du Sud lié au personnage principal de Nox que j'ai particulièrement aimé et lié aussi à l'ambiance de Capitale du Sud que j'ai préférée puisque on est sur une inspiration de Sienne, donc d'une ville italienne plutôt chaude, plutôt colorée, avec pas mal de monde, avec beaucoup de ce côté très, comment vous dire, très sensuel de tout en fait, des odeurs, des textures, enfin voilà, quelque chose de très vivant. Moi j'ai préféré parce que voilà, mais je sais que Capitale du Nord a plu à beaucoup de gens et que le personnage d'Amalia aussi. J'en ai pareil très longuement parlé, vous imaginez bien qu'en lisant 6 tomes de saga, j'en ai parlé très régulièrement au fur et à mesure de l'année. Donc je vous remettrai encore une fois en barre d'infos quelques vidéos où j'en parle si ça vous intéresse, à minima les premiers volumes des deux sagas, en sachant que mon avis sur Capitale du Nord a beaucoup évolué sur ces 3 tomes et je pense que dans l'année 2023, le personnage d'Amalia est celui qui a eu la plus belle évolution sur une saga, de manière générale, une évolution sur un livre ou une saga ou peu importe, c'est celle qui a eu la plus belle évolution puisqu'on est parti d'un personnage que je ne supportais pas à un personnage que j'ai apprécié sur la fin du 3e tome et c'était une vraie évolution. Je veux dire, c'est pas juste elle a changé, on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop comment. Il y a un véritable travail psychologique sur ce personnage que j'ai beaucoup aimé. En 2023, j'ai également enchaîné tous les tomes de la saga Vampiria de Victor Dixon, qui est donc cette saga qui va parler de et si Louis XIV avait trouvé le moyen de devenir un vampire immortel. Et donc on est 300 ans, oui, puisqu'on est il est mort en 1715, donc ça revient à 2015, oui c'est ça, donc 300 ans. Ça fait 300 ans que Louis XIV règne sur la France, mais en fait sur l'Europe et voire même sur le monde de manière générale, puisque c'est lui qui a le secret de la transmutation vampirique. Et on va suivre un personnage d'adolescente, de jeune femme on va dire plutôt, qui voit sa famille exterminée par le pouvoir et qui décide de se venger. Les 3 tomes se passe dans 3 ambiances, 3 univers différents, mais avec ce fil rouge entre chacun des tomes, une évolution des personnages. Il y a beaucoup de choses hyper intéressantes dans Vampiria. Il y a ce côté d'une part très addictif, je pense, qui est propre à Victor Dixon, qui fait ça très bien. J'en ai pas lu beaucoup de lui, mais d'après ce que j'ai compris, c'est toujours un peu comme ça, très addictif, avec cette histoire en premier plan qui est, somme toute, assez classique en termes de tropes, en termes de personnages, même s'ils sont plutôt pas mal ces personnages, je trouve pas trop clichés non plus. Mais il y a beaucoup de choses abordées en sous-texte autour de la politique, autour du pouvoir en place, autour aussi de la colonisation, des questions qui sont posées par rapport à plein de thématiques sociales, par rapport aux insurrections, enfin bref, il y a quand même plein de choses en sous-texte. Chose que j'ai trouvé hyper intelligente parce que c'est important, je pense, d'amener des choses en sous-texte dans les littératures un petit peu plus jeunes et de ne pas prendre les adolescents, voire même les préados, voire même les enfants, pour des imbéciles pas capables de se poser des questions. Et ici, Victor Dixon arrive à le faire de manière assez subtile mais intéressante. Donc c'était une très chouette trilogie. C'est pas un coup de cœur absolu, mais c'était vraiment très chouette. En 2023, j'ai lu la duologie Love Story de Dana Schwartz. Donc c'est Love Story Anatomy et Love Story Immortality, qui est une duologie que j'ai bien aimée, que j'ai trouvé très sympa, où on va suivre une jeune femme qui veut devenir chirurgienne, qui est issue de la petite noblesse écossaise, qui veut devenir chirurgienne dans une espèce de monde un peu victorien comme ça, où concrètement ça n'est pas possible, ça n'est pas envisageable, puisque les femmes sont vouées à se marier et à faire des enfants, et elle va se débrouiller pour mener à bien ses projets, aidée par certains protagonistes, notamment un protagoniste masculin qui a pour métier, j'allais vous dire, mais est-ce que métier c'est le mot? Pas vraiment. En tout cas, pour travail, pour survivre, de déterrer des cadavres fraîchement enterrés pour les vendre, pour les autopsies, etc. aux médecins. Et il se passe pas mal de choses. Il y a un côté fantastique à cette histoire. Il y a un côté un petit peu fantasy, fantastique comme ça, qui était plutôt sympa. Moi, ce que j'ai préféré dans cette duologie, c'est tout ce qui est autour de l'ambiance et autour du personnage féminin principal que j'ai trouvé
plutôt chouette parce que rebelle, mais pas non plus stéréotypée dans ce qu'on peut imaginer de filles rebelles qu'on peut voir en young adult de manière générale. Donc c'était une chouette saga qui réussit très bien le job en termes d'ambiance, qui réussit très bien le job en termes de développement du personnage principal. Le côté fantastique m'a un petit peu moins convaincue, mais ça c'est très personnel. Je n'ai pas trouvé que c'était absolument nécessaire pour moi. Juste l'histoire de cette jeune fille qui essaye de survivre dans cet univers masculin et patriarcal était bien suffisant en soi, mais soit. Avec une petite romance et tout, enfin voilà, ça aurait suffi, il n'y avait pas besoin de fantastique, mais bon, après, c'est le choix de l'autrice, ça m'a un peu moins convaincue, à vous de voir. En 2023, j'ai également terminé la quadrilogie des Voyageurs de Becky Chambers, que j'ai lu tout du long en lecture commune avec The Riddler. Je ne vais encore une fois pas trop revenir, parce que pareil, 4 volumes, j'ai eu le temps, vous imaginez bien, d'en parler en long, en large et en travers, donc je vous remettrai ça en barre d'infos. Chaque tome est un peu indépendant, même si on retrouve des personnages et des histoires qui sont quand même interconnectés, mais chaque tome est indépendant. Dans le premier volume, on suit des... Comment ça s'appelle? Tiens, pas des mineurs, pas des foreurs, je crois, puisqu'ils font des trous dans l'espace pour créer des espèces de voies rapides. Enfin bref, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais on suit ces personnages sur ce vaisseau de forage. Il n'y a pas que des humains, il y a d'autres espèces aussi, et donc on suit les relations et les problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Le deuxième volume est consacré à 2 personnages, un personnage qui est une IA et un personnage qui est une humaine qui n'a pas trop de passé. Enfin, on la connaît déjà dans le 1 et on sait qu'elle a un passé un peu compliqué, que ça n'a pas été facile pour elle et on en apprend plus sur elle. Et j'ai beaucoup aimé ce deuxième volume. Le troisième volume va se concentrer sur l'exode de l'humanité et l'après-exode de la Terre. Et le quatrième volume va se concentrer sur des personnages qui passent dans une auberge intergalactique. Cette fois-ci, il n'y a pas du tout d'humains. Et on va suivre ces personnages qui sont bloqués dans ce dôme, dans cette auberge, durant un certain temps parce qu'il y a je ne sais plus quoi, des projectiles ou un satellite qui a explosé, ils peuvent pas redécoller. Et donc on suit un petit peu à la fois leur trajectoire individuelle, pourquoi ils se déplaçaient, où ils allaient, mais aussi en fait un peu des conflits, des histoires et des accointances de groupes et communautaires. Et c'était génial, les 4 volumes étaient géniaux, je les ai tous aimés, j'en ai préféré certains à d'autres, mais ça c'est très personnel, je pense que les 4 valent le coup d'être lus, d'être découverts, parce que Becky Chambers, si elle fait de la SF qu'on dit positive, n'hésite pas aussi à mettre les pieds dans le plat et à parler de conflits, à parler de choses qui ne vont pas. Là où c'est très positif et très bien fait, c'est que les gens ne se sentent pas obligés de se tirer dessus, de se tuer, de se faire du mal. Au contraire, en général, ça se résout par de la diplomatie, des échanges et de l'intelligence, donc c'est plutôt chouette. J'ai terminé encore 2 sagas et après on passera aux sagas à jour. Donc j'ai terminé I'm Not Your Soulmate de Lila Mars, qui est une duologie aussi young adult, qui n'était pas une franche réussite. On est dans une espèce de dystopie où en gros les gens ne peuvent plus se marier comme ils veulent. Ils doivent passer par un algorithme qui calcule qui sera en fait la personne parfaite pour elle ou pour lui ou pour eux. Et donc on suit un personnage principal féminin qui est en couple avec un jeune homme. Évidemment, ils ne vont pas matcher, ils n'ont pas plus de 50% comme demandé, donc on va lui trouver quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre est le frère aîné de son copain. Et donc voilà, en gros c'est ça l'histoire. Et sincèrement, moi qui m'attendais à un peu de politique, un peu d'engagement, quelque chose d'un petit peu, parce que qu'il y ait de la romance, c'est pas un problème en soi. Mais là en fait, on vous propose un contexte politique de dystopie qui est hyper étouffant, que plein de gens combattent. C'est même un des ressorts de l'histoire, puisque on suppose que certains personnages qui ne sont plus là, ou même des personnages qui sont là, sont dans la lutte, sont dans la résistance par rapport à ça. Et au final, c'est une duologie qui ne tourne qu'autour de la romance. Et donc, c'était assez décevant, très sincèrement. C'est pas une mauvaise lecture pour autant, mais ça vole pas très haut, hein. C'est juste divertissant. Voilà, donc je vais pas plus y revenir, j'en ai parlé il y a pas longtemps en plus. Dernière saga terminée en 2023, c'est la parabole des talents et la parabole du semeur dans l'autre sens d'Octavia Butler. Saga qui était prévue en 7 tomes, mais nous n'en aurons que 2 sur 7 puisque l'autrice est décédée avant d'avoir pu terminer sa saga, donc c'est comme ça. C'est une saga dans le premier volume de Post-Apo où finalement tout ce qu'on connaît
s'est effondré pour de multiples raisons, que ce soit l'écologie, le capitalisme, voilà, la fin de certaines ressources, etc. Et donc on est dans un monde hyper violent où ceux qui survivent le mieux sont ceux qui ont réussi à se cacher derrière des murs en communauté. Et donc on a, en fait c'est un peu typique et un peu comme maintenant, il y a ceux qui grouillent et qui survivent comme ils peuvent et qui se droguent et qui arrive plein de malheurs et c'est très violent. Il y a ceux qui vivent plus ou moins bien et qui ne s'en plaignent pas trop, qui vivent derrière des murs, et évidemment tous les riches qui eux s'en sortent très bien et il n'y a pas de souci pour eux. Donc on est vraiment dans ce schéma là. Le premier volume est extrêmement violent, je vous le dis, c'est blindé de tous les trigger warnings possibles et imaginables. Il faut savoir que l'autrice a vraiment... comment vous dire, elle crée des personnages principaux qui sont assez froids et distants. Elle ne met pas beaucoup d'émotions dans ses personnages, elle ne cherche pas à faire que le lecteur ou la lectrice aime ses personnages. C'est souvent des personnages qui sont froids. Donc déjà, ça fait que le regard que le personnage principal porte sur le monde est froid et ça peut être très déstabilisant quand elle décrit certaines choses qui se passent. Sincèrement, ça peut être vraiment violent et déstabilisant. Mais paradoxalement, elle a créé avec ce personnage principal de Lorraine un personnage qui souffre d'hyper-empathie et donc qui ressent physiquement ce que ressentent les autres, donc quand ils sont blessés, etc. Bref, je vais pas rentrer dans les détails. J'ai adoré cette duologie, j'ai adoré ce que développait l'autrice en termes de réflexion par rapport aux humains entre eux, par rapport au monde, par rapport aux sociétés, à l'évolution des sociétés, les questionnements par rapport aux religieux, aux croyances et aussi par rapport à ce que ça promettait d'être dans la suite, à savoir de la SF. Donc vraiment c'est une très bonne saga, mais clairement, sincèrement, elle n'est pas du tout faite pour tout le monde. Elle est très violente, elle est très descriptive aussi. Il n'y a pas des descriptions qui vont être forcément hyper détaillées, mais l'autrice arrive à rendre l'horreur d'une situation en 2 phrases et ça peut être très choquant. Donc si vous êtes très sensible par rapport à tout ce que vous pouvez imaginer dans ce genre de situation de post-apo où les gens sont dans la survie, n'y allez pas parce que sincèrement ça peut, je pense, vraiment être très dur à lire. C'est tout pour mes sagas terminées, donc j'en ai terminé 12. C'est pas si mal, ça fait une par mois, donc on s'en sort plutôt bien. J'ai eu de très bonnes lectures parmi ces sagas, je vous ferai ultérieurement une vidéo top et flop de sagas, donc on y reviendra. Je vais maintenant passer aux sagas à jour. Dans mes sagas à jour, il y en a 10, dont 9 commencées en 2023, donc j'ai pas avancé tant de sagas que ça, hein, enfin en tout cas d'anciennes sagas que ça. Alors, je vais vous la faire plus rapide, je vous ai un peu plus longuement parlé des sagas terminées, parce qu'elles sont terminées et que je ne vais a priori pas vraiment y revenir. Pour les autres, je vais faire beaucoup plus rapide, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces sagas. Je vais un peu vous les lister et je vous mettrai, voilà, comme d'habitude, des images pour que vous visualisiez de quoi je parle. En 2023, j'ai commencé et je suis à jour dans la saga Les Archives des Collines Chantantes de Niveau, publiée aux éditions La Talente, que j'ai lu, les 3 tomes sortis jusqu'à présent traduits. Je les ai lus avec Pénélope en lecture commune. Le 4e tome sort en mars et je crois qu'un 5e tome est ou va sortir en VO. Donc, a priori, on aura un 5e tome prochainement aussi. Saga que j'aime énormément, qui est très courte, hein, c'est des novellas à chaque fois, et qui est vraiment pour moi une saga très belle, de fantasy, basée beaucoup sur le travail de la narration et du conte, et j'adore vraiment cette saga. J'ai également lu le tome 1, et seul le tome 1 est paru pour le moment, du Livre de la Nuit d'Holly Black, en lecture commune avec Pénélope, qui est une chouette saga de fantasy urbaine, je pense qu'on peut dire, avec un personnage féminin assez fort et assez intéressant, plutôt bien fait, pas trop stéréotypé, avec des rebondissements très intéressants, surtout sur la fin. J'ai été très agréablement surprise par ce premier volume de saga, donc très chouette, j'ai hâte de voir où ça va aller. J'ai également lu en 2023 les 2 premiers tomes. Alors là j'ai un doute, je crois qu'il n'y a que 2 tomes sortis en français. Le 3e vient de paraître en anglais, il me semble. Donc c'est Amari de Bibi Alston, qui est une saga jeunesse très chouette, avec ce côté réalisme magique, avec ce côté aussi un peu de fantaisie urbaine, quelque part on peut dire, avec vraiment un univers très riche, très créatif, avec des questions aussi posées par rapport au personnage d'Amari, qui est issu d'une famille pauvre, de quartier défavorisé, qui est dans une espèce d'école de riches où elle n'est pas très bien traitée, et donc ça pose aussi pas mal de questions en sous-texte. Très chouette saga jeunesse que j'aime beaucoup. J'ai lu aussi les 2 premiers volumes de la saga Xenogenesis d'Octavia Butler, saga de SF où on va être
avec cette humanité qui était en train de détruire la Terre et de mourir, sauvée par des extraterrestres qui attendent en échange de leur bon service de la part de l'humanité, un espèce de troc, à savoir du matériel génétique. Et c'est une saga absolument passionnante comme c'est le faire Octavia Butler, et j'ai hâte d'avoir le prochain volume qui doit sortir, je crois, en mars, si je ne dis pas bêtise, au Diable Vauvert. J'ai aussi attaqué, et bientôt je ne serai plus à jour le tome 2 va sortir très très prochainement, la saga Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan. Le deuxième volume, celui qui noya le monde, n'est pas encore sorti quand je tourne cette vidéo, le sera peut-être quand elle sortira sur YouTube. Donc je ne suis plus à jour pour très longtemps, mais je ne compte pas trop traîner. Je pense l'acheter assez rapidement et le lire assez rapidement parce que j'ai adoré le premier volume qui est de la fantasy, mais de la low fantasy située dans un univers de Chine médiévale avec beaucoup d'historique, qui est vraiment hyper riche, hyper intéressante, avec des représentations et de la diversité dans les représentations qui est absolument géniale. Bref, excellente saga, intelligente, politique, vraiment, j'ai adoré. Je suis également à jour dans la saga Palace de Marine Carteron, puisque j'ai lu le tome 1 en emprunt médiathèque en juillet. J'ai lu le tome 2 à sa sortie puisque la maison d'édition me l'avait envoyé. Et le tome 3 sort en mai 2024. Et j'ai tellement hâte de l'avoir, de le lire et de savoir où ça va aller. On est sur de la réécriture mythologique, intelligente, féministe, engagée, avec vraiment un véritable travail sur l'écriture, la narration, la réécriture mythologique. Bref, j'en ai parlé en long, en large, en travers. Vous savez que je suis une très grande fan de Palace. Donc je n'y reviens pas, mais je vous encourage vraiment à découvrir Palace. J'ai lu le tome 1 du Chant des déesses de Claire North, donc c'est Pénélope Renditak. Le tome 2 qui est La maison d'Ulysse, en français ça sera un truc dans ce goût-là, va sortir en mars, je crois. J'ai hâte d'avoir la suite, j'ai hâte de savoir où ça va aller. J'ai adoré le premier volume parce qu'il est engagé, parce qu'il est féministe, parce qu'il ne fait pas, comment vous dire, il ne prétend pas être une espèce d'odyssée féminine, mais au contraire en fait, la vie réelle des femmes dans la société grecque antique, et notamment de Pénélope qui se retrouve sans mari avec un ado à la maison qui est insupportable et égoïste et qui doit se démener pour survivre, faire survivre son royaume, son île et les femmes qui vivent autour d'elle. Ça veut dire que toutes ne finissent pas très mal à cause des prétendants. C'est lent, il se passe pas grand chose si ce n'est beaucoup de travail en fait en souterrain, puisque les femmes doivent faire oublier qu'elles existent pour survivre, mais c'était tellement intelligent, plein de colère, plein de revendications, vraiment j'ai adoré. J'ai également lu en 2023 en service de presse le tome 1 de la saga 1000 saisons de Léo Henry, donc c'était La Géante et le Naufrageur, qui est une saga qui promet d'être un petit peu qui d'ailleurs ce premier volume était dans une ambiance très Terry Pratchett, avec 4 grandes parties dans le livre qui se découpaient en 4 saisons et plein on pourrait dire d'espèces de micro-aventures à chaque fois, avec le personnage de la géante qui débarque et qui sait pas trop ce qu'elle fait là, et le petit naufrageur qui est un enfant assez jeune, et tous deux vont partir et on va vraiment suivre cette espèce de grande aventure où des gens les rejoignent, des gens les quittent et il leur arrive plein de choses. J'ai adoré, c'est hyper intelligent, ça a un côté vraiment très travaillé, mais en même temps ça a un côté très enfantin dans ce qui se passe et dans la perception qu'on peut avoir des personnages. Excellente saga. J'ai aussi découvert sur cette fin d'année la saga Millepertuis, donc le premier volume c'est La sorcière sans nombril de Julia Thévenot. Pareil, j'en ai parlé longuement, très longuement, donc je n'y reviens pas, mais excellent début de saga, vraiment. Donc on va parler d'adolescence, d'enfance, d'adolescence, de magie organique et de questions, encore une fois, féministes, sociales et engagées que j'ai adoré. J'ai adoré Millepertuis, pour moi c'est un de mes gros coups de cœur de l'année. Donc je vous invite à lire Millepertuis, qui est de la littérature adolescente, publiée chez Gallimard, et vraiment c'est une pépite. Et enfin, dernière saga où je suis à jour, c'est la trilogie baryonique de Pierre Grosfast. 2 volumes sont parus, j'ai lu ces 2 volumes, le 3e sort, je pense, début du printemps 2024, je crois que c'est en mars 2024. J'ai hâte d'avoir le point final de cette saga parce que le premier volume était très bon, le 2e volume était excellent, donc que va donner ce 3e et dernier volume? J'ai hâte de le savoir. On est dans de la SF avec un côté peut-être un peu post-apo où beaucoup d'humains sont morts à cause des changements climatiques, etc. Et où a priori l'humanité essaie de faire des efforts par rapport à son comportement, et en fait on va découvrir que c'est beaucoup de mensonges et de politique, et on va suivre à la fois des personnages politiques qui mènent des politiques capitalistes
un peu cachés et des personnages d'humains un peu normaux qui vivent là-dedans et qui réalisent pas trop, et aussi des personnages d'explorateurs qui partent pour découvrir de nouvelles planètes et des choses dans l'espace. Je ne vous en dirai pas plus, sachez que c'est hyper intelligent, encore une fois c'est assez engagé et c'est vraiment très très bon parce qu'on est sur de la plutôt hard SF, mais avec, et je l'ai dit encore une fois 15 000 fois mais je le redis, un auteur qui est extrêmement didactique dans l'explication de ses concepts. Donc vraiment, foncez, la trilogie baryonique, c'est une petite pépite. Très rapidement, on va passer dans les sagas entamées où je suis à la bourre, et certains beaucoup plus que d'autres. Je ne vais encore une fois pas tellement détailler parce que on en reparlera au fur et à mesure où je lirai ces volumes suivants. Donc, en cours, j'ai Les Porteurs de Sequeva, qui est une saga young adult qui pose des questions par rapport au genre et qui est plutôt intéressante. J'ai Nos jours brûlés de Laura Nfasu, qui est une saga de fantasy post-apocalyptique où le soleil a disparu et où tout le monde vit plus ou moins dans le noir et voilà. La saga Shades of Magic de V.E. Schwab, je pense que vous connaissez, j'ai pas besoin de détailler. J'ai la saga Rempart de M.R. Carré, pareil, post-apo très futuriste, très bon post-apo que j'ai hâte de continuer. J'ai La dernière geste de Morganov Glencoe, j'ai lu le premier volume que m'avait offert Pénélope, le deuxième et le troisième m'attendent dans ma palle, donc on est sur une saga de steampunk fantasy, très intéressante aussi. J'ai la saga Femme de Troie de Pat Barker, qui est plutôt cette fois-ci du côté, je pense qu'on pourrait dire, historique, puisqu'on va être du point de vue des femmes de Troie suite à la chute de Troie, donc des femmes devenues des esclaves. J'ai la saga Récit du demi-loup de Chloé Chevalier, je n'ai lu que le premier tome, je suis en train de lire le deuxième, il m'en restera 2 ensuite, qui est cette fois-ci de la saga de fantasy politique adulte, où on suit 5 jeunes femmes, 2 princesses et des suivantes, Deux princesses et leurs suivantes qui se débrouillent dans ce monde assez violent avec des guerres et des épidémies. J'ai la saga Mal d'Aurore, saga jeunesse, donc de Philippe, je ne sais plus, Lescher-Meyer, ou je ne sais pas comment on dit son nom de famille, qui est de la fantasy jeunesse, plutôt inspiration pays de l'Est, je dirais. J'ai Les Métamorphoses de Sergueï et Marina Diatchenko, que vous connaissez sûrement, je n'ai lu que Vita Nostra, on doit lire Numérique avec Pénélope et The Riddler, donc à voir ce que ça donnera, je ne sais pas du tout de quoi parle Numérique. J'ai Skyward de Brandon Sanderson, et je suis presque à jour puisque j'ai lu 3 tomes sur 4, et je ne suis... En fait, est-ce que le 4e tome est sorti? Je ne sais pas. Est-ce que le 4e tome est sorti? Je n'en ai aucune idée, donc du coup, je sais pas, ça se trouve je suis à jour, faudrait que je me renseigne. Bref. J'ai commencé les 2 premiers volumes des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett, à savoir donc 2 volumes sur 41, je crois, autant vous dire que c'est pas demain la veille que j'aurai terminé cette saga. J'ai attaqué Elana de Pierre Bottero, j'ai lu le premier volume sur 3, j'aimerais lire le tome 2 et enchaîner avec Ewilan. J'ai lu les 2 premiers tomes de Mémoire de la forêt de Sanoé et Michael Brun-Arnaud, saga jeunesse que tout le monde connaît parce qu'on en a tellement entendu parler que voilà. J'ai attaqué Les Contes fracturés d'Alix Iaro, je n'ai lu que le premier volume, il me reste le tome 2 que je n'ai pas, donc c'est Éclat miroitant. J'ai adoré le premier volume, contrairement à tellement de gens qui l'ont lu, parce que, encore une fois, je pense qu'il a été très mal marketé. On n'est pas dans de la réécriture de contes, on est dans de la réinterprétation féministe de contes, ça change tout. J'ai lu les 2 premiers volumes de la trilogie de Hurle de Diana Wynne Jones. Donc j'ai le 3e à lire que je n'ai pas dans ma palle. Donc vous savez, le premier volume, c'est le livre qui a inspiré Le Château ambulant. J'ai lu le premier volume du Clan des Autori de Liane Hearn. C'est en 4 tomes, je crois. J'ai le tome 2 qui m'attend dans ma palle. C'est de la fantaisie d'inspiration japonaise, mais l'autrice est américaine et n'a pas d'origine japonaise, je pense. Donc je préfère le préciser. On est vraiment dans de l'inspiration de fantaisie japonaise. J'ai lu le tome 1 de Lady Hélène qui se passe dans une espèce d'univers victorien en Angleterre avec des gens qui ont des pouvoirs et qui se cachent pour sauver le monde, enfin voilà, qui aident les gens à tuer des créatures. J'ai lu le tome 1 de La Maison des Jeux de Claire North qui est de la fantasy, qui est une série de 3 novellas très courtes, hyper intelligentes, hyper bien écrites. J'adore cette saga, j'ai hâte de continuer. J'ai lu le tome 1 du Parfum de l'impératrice, qui est donc une saga de fantasy, steampunk, post-apo, young adult. J'ai lu le tome 1 de Terreur à Smokolo, qui est donc de l'horreur, un livre d'horreur, mais jeunesse, à partir de 10 ans, voilà, qui fait flipper, donc du coup un peu fantastique.
J'ai lu les Aventuriers de la mer, j'ai un trou, de Robin Hobb. J'ai lu les 2 premiers intégrales, il faut que je lise le 3e, ça serait très très bien. Et enfin, je n'ai lu que le tome 1 de Journal d'un Assassins de Martha Wells. Le tome 2 est sur ma liseuse. J'aimerais bien continuer parce que j'ai beaucoup aimé, mais j'aimerais bien relire le tome 1 parce que je l'ai lu il y a très 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 longtemps et que je ne me rappelle pas très bien de ce qui s'y passe. Je pense que je l'ai lu fin 2022, donc vraiment il faudrait que je le relise. Voilà, ça c'est mes sagas en cours. On va passer très rapidement aux sagas que j'ai d'INF. Je ne vais encore une fois pas m'étendre parce que j'en ai beaucoup parlé et que le but n'est pas d'enfoncer le clou et de taper sur la tête de ces sagas que j'ai abandonnées. Je vais vous la faire très courte et ensuite on aura fait mon gros point saga de 2023. Donc on y va avec les sagas abandonnées. J'ai donc commencé la saga Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. Je n'ai pas abandonné le livre, j'ai terminé le livre. J'ai lu, je pense, les 25 derniers pourcents en diagonale parce que je n'en pouvais plus. C'est pas fait pour moi, tout simplement. C'est juste pas fait pour moi. C'est marketé romantasy, mais il n'y a pas beaucoup de romance. Ce que je reproche en fait à ce livre, c'est pas qu'il soit mauvais en soi, c'est qu'il se passe pas grand chose et que tout ce qui se passe est hyper attendu. Enfin franchement, il y a 0 surprise. Donc je me suis un peu ennuyée parce que je savais ce qui allait se passer, mais ça n'arrivait jamais parce que c'était long. Donc voilà, ça l'a pas fait pour moi. Ça peut le faire avec vous, je ne sais pas. Il faut peut-être tenter. J'ai abandonné en cours de route Guild de Raven Kennedy. Je sais que tout le monde dit qu'ensuite ça devient meilleur comme prince captif, etc. Mais j'ai pas le courage. Voilà, concrètement, je n'ai pas le temps ni le courage de continuer. Peut-être qu'un jour je retenterai parce que vu les retours que j'en entends, c'est que peut-être il y a quelque chose à sauver là-dedans. Mais le premier volume, vraiment, c'était trop cliché. Ça m'a trop fatiguée, quoi. Voilà, je m'ennuyais au-delà du fait que c'est problématique pour les relations toxiques et tout, mais en soi, c'est pas un problème. Si c'est marketé adulte, vendu à des adultes, représenter des relations toxiques n'est pas un problème. C'est même quelque chose de normal puisque c'est une chose qui existe. Mais je me suis fait chier, hein, concrètement, je me suis ennuyée 50% du bouquin avant de dire tant pis, j'arrête parce que je m'ennuie fermement. Voilà. J'ai abandonné au bout de 200 pages La passeuse de mots. Pareil, je ne vais pas y revenir, j'en ai très longuement parlé. Ce livre pour moi est très long, je n'ai pas compris grand chose. Je trouve qu'il y a trop de scènes qui ne sont pas reliées entre elles. Mais à la limite, ça aurait pu passer. Sauf qu'il y a beaucoup de personnages problématiques, de relations toxiques, de scènes problématiques. C'est pour moi pas du tout acceptable de faire passer certains messages à un public young adult, donc voilà, j'ai préféré laisser tomber, je ne vous recommande pas cette saga. Je sais que beaucoup de gens aiment, chacun aime bien ce qu'il veut. À partir du moment où on est un adulte, qu'on est capable de prendre du recul sur ce qu'on lit, mais pour moi, ça devrait pas être... Enfin, c'est pas du young adult, voilà. Soit, j'ai lu et abandonné... Enfin, j'ai abandonné la saga, mais j'ai terminé Dark Rise de C.S. Pacat. C'était sympa jusqu'à 75%, les 25 derniers pourcents étaient précipités, rien ne laissait penser que des personnages qui n'existaient quasiment pas dans les 75 premiers pourcents allaient prendre autant d'importance dans la suite. Donc pour moi, c'était... j'ai pas compris ce qui s'était passé, pourquoi d'un coup des personnages qui ne servent à rien sont les clés de voûte de l'histoire. Enfin, j'ai trouvé que vraiment, c'est comme si elle avait pris son temps sur les 75 premiers pourcents et à la fin on lui avait dit allez, faut rendre ton bouquin maintenant, et qu'elle avait fait ça vite fait. Et donc voilà, j'ai été déçue par la fin, c'est dommage, j'aimais bien le début, donc tant pis, c'est pas grave. J'ai lu le premier volume de la saga Seasons de Morgane Moncomble, donc c'est Un automne porte pardonné, que je n'ai pas aimé, j'ai trouvé que les personnages étaient trop clichés, vraiment, moi les personnages de la Gossip Girl, je déteste ça, j'ai trouvé que l'enquête était un peu, c'était pas crédible en fait, si on a déjà lu beaucoup de thrillers et de policiers, le côté enquête est pas du tout convaincant. Alors, pour des gens qui aiment la romance et qui lisent principalement de la romance, je pense que ça le fait très bien, et tant mieux. Mais pour quelqu'un qui a lu, comme moi, énormément de thrillers plus jeunes et de policiers, donc ça m'a déçu, ça m'a un peu saoulé. La romance, ça passe. La romance, ça passe, mais j'aime pas les personnages, donc du coup, voilà. J'ai abandonné la saga Les Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau. Non pas parce que c'est mauvais, mais parce que ça ne correspondait pas à mes attentes. J'ai lu le tome 1 avec The Riddler et j'ai abandonné le tome 2 qu'on lisait aussi en lecture commune et qu'elle a également abandonné parce qu'on s'attendait à une saga, en fait, on s'attendait au clan des Autori et ça n'est pas du tout ça. Donc on en avait marre, on a juste laissé tomber, mais au demeurant, je pense que c'est une très chouette saga qui peut plaire à plein de gens. C'est très bien écrit, donc ça, il n'y a pas de problème, c'est juste, ça ne correspondait pas à mes attentes. J'ai également lu en entier le tome 1 de la saga Scholomance de Naomi Novik,
que j'ai décidé d'abandonner après ce tome 1 parce que vraiment j'en pouvais plus, je déteste le personnage principal, mais ça va changer parce que figurez-vous que Camelot Magicadou a tellement bien vendu ce tome 2 que je vais tenter le tome 2. Vraiment, je vais le faire, je vais tenter le tome 2. Je vais l'emprunter en médiathèque cette année et je vais le tenter. Et j'espère, vraiment, j'espère que ça va relever le niveau, en tout cas, pas en termes d'univers qui est très chouette, pas en termes d'histoire qui est très chouette aussi, mais le personnage. Si j'abandonne ce bouquin, c'est parce que je déteste Galadriel. Voilà, je déteste ce personnage. Donc, on va voir. Peut-être qu'elle évolue. Un peu comme Amalia dans Capitale du Nord. Enfin, j'ai lu le tome 1 du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, que j'ai lu en entier, que j'ai trouvé médiocre selon mes goûts, parce que la romance ne fonctionne pas très bien pour moi, n'est pas très crédible. En fait, il n'y a pas assez de scènes entre les personnages pour qu'on puisse s'imaginer qu'ils créent des liens, tout simplement. Parce que le côté politique et le côté world building, qui pourrait être passionnant, parce que c'est vraiment génial comme idée de base, est absolument pas développé, et parce que je trouve le personnage féminin principal profondément stupide et agaçante, donc forcément ça ne le fait pas. Je ne dis pas que c'est un mauvais livre, je dis juste que vraiment c'est pas pour moi. C'est juste pas pour moi. Je pense que, enfin, ça a plu à plein de gens, je peux comprendre que ça plaise, parce que c'est pas mauvais. Sincèrement, dans ceux que je vous ai cités, il y en a certains que je trouve vraiment mauvais. Je ne vais pas le dire parce que voilà, c'est pas sympa, mais certains que je trouve vraiment mauvais, mais ça c'est pas mauvais. C'est pas pour moi, tout simplement. Voilà, j'ai fait le tour de toutes mes sagas, j'ai la gorge sèche comme le désert de Gobi, j'en peux plus, donc il est temps que je vous laisse. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu, aimé certaines des sagas dont j'ai parlé, si vous avez lu et détesté certaines des sagas dont j'ai pu parler. N'hésitez pas à me faire des recommandations de sagas de SF un peu engagées, parce que j'en suis... je suis en demande de nouvelles sagas de SF, vraiment, j'ai très envie de lire de la SF. On se retrouve très bientôt pour du coup mon top et flop des sagas 2023. Voilà, tout simplement parce que je ne peux pas choisir trop de livres et que du coup j'ai été obligée de faire un top saga et un top one shot pour réussir à mettre plus de livres et tricher un petit peu. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle journée, je vous fais de très très gros bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.